Non. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michael Guillot de Rotor, qui va nous parler de leur travail. Michael Guillot est avec Rotor depuis 2008. Lui-même est architecte depuis... Rotor existe depuis 2005. Il est architecte, il a été formé à la Cambre, puis il a fait son doctorat à la faculté d'architecture de Bruxelles entre 2010 et 2014. En s'intéressant avec un sujet de thèse qui portait sur la place du concepteur dans l'économie matérielle. Donc vous voyez qu'on tourne toujours à la fois autour de sujets qui intéressent ce cycle de conférences et évidemment intéressent aussi le fonctionnement de Rotor. Rotor existe depuis 2005. Ils sont basés donc à Bruxelles et comme aussi beaucoup d'entités qui sont venues nous parler de leur travail, qui cherchent un peu à naviguer en bordure des routes les plus parcourues et les plus balisées. C'est pas un bureau, c'est pas une organisation juridique classique, c'est l'équivalent en Belgique d'une association à loi 1901. On a vu des collectifs, on a vu des associations, on a vu des gens qui appartenaient à des modes d'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est une ASBL, si mes notes sont justes. Ouf, je me suis pas trompé en prenant des notes. Donc c'est un groupe d'une quinzaine de personnes, un petit peu à géométrie variable si j'ai bien compris, mais je pense que Michael va nous le décrire en bien mieux que moi, avec un noyau permanent et surtout et puis des gens qui rejoignent le projet à diverses instances. Puis surtout, c'est un groupe qui s'intéresse vraiment à la question de la matière dans l'économie, des matériaux et de la matière, comment les utiliser dans la construction de façon nouvelle et utile et intéressante. Donc voilà, merci beaucoup de nous expliquer ce que vous faites. Merci Jean-François pour l'introduction, merci à tous d'être là et merci à l'école pour l'invitation. Comme Jean-François vous le disait, et je trouve que c'est pas mal de commencer par une rapide présentation de qui est Rotor. Donc ça, c'était en juillet 2016. Sur la photo, on est 16 personnes. Tout le monde n'est pas à temps plein. Il y a des gens qui sont à temps partiel. Et il y a depuis quelques années des gens qui se sont rajoutés. Enfin, on a une espèce de pic dans la démographie de Rotor, si vous voulez, il y a quelques années, suite au démarrage de nos activités plutôt entrepreneuriales en matière de déconstruction. J'y reviendrai. Quand on doit décrire Rotor très très rapidement, quand on doit essayer de convaincre quelqu'un dans un ascenseur entre le premier et le cinquième étage, en général on présente les choses de la façon suivante. On dit que Rotor a 4 grands axes de travail. Le premier, c'est plutôt un axe de recherche. Donc on est amené à mener des études sur des questions qui touchent de près ou de loin aux matériaux de construction, à la réutilisation des matériaux, au réemploi des matériaux, etc. Alors on a un axe qui est plutôt axé qui est une sorte de suite de cet axe de recherche, mais qui est plutôt axé sur des productions culturelles ou une sorte de contribution à un débat culturel et intellectuel sur toute une série de questions. Et ça passe plutôt par la production de publications et puis aussi le montage et la curation d'expositions. Alors il y a une série de projets qu'on pourrait regrouper sous le terme design, donc qui sont des projets dans lesquels nous intervenons comme concepteurs avec différentes stratégies. Pour la plupart du temps, sont des projets qui sont des aménagements d'intérieur ou des projets temporaires. Donc en fait, on n'est pas, puisqu'on a une ASBL, donc une association loi 1901 en France, on n'a pas le chapeau ou la casquette d'architecte patenté, donc on ne fait pas de l'architecture au sens professionnalisant du terme, si vous voulez. Et puis alors, comme je vous le disais, depuis à peu près 2014, on s'est lancé dans des activités qui touchent autour de la déconstruction des bâtiments. Donc nous agissons nous-mêmes comme entrepreneurs pour se procurer des matériaux dans des bâtiments voués à la démolition, pour lesquels on essaye de trouver des filières de revente et des filières d'écoulement. Alors pour la conférence d'aujourd'hui, je voudrais présenter plutôt des choses qui touchent à l'axe, enfin au point recherche, et vous parler d'une série de résultats d'un gros travail qu'on a mené cette dernière année sur une sorte d'état des lieux des questions liées au réemploi des matériaux aujourd'hui, et entremêler ça avec des exemples qui sont issus plutôt de notre pratique, et donc là ils seront piochés un petit peu partout dans les autres cases.
voilà, une présentation en 5 points. Peut-être on peut commencer directement avec un point qui est une sorte de flashback, hein, comme tout bon film qui commence avec un retour dans le passé. Je vous propose de remonter de 2 siècles, 2 siècles et demi dans le temps, et de se poser la question de comment on faisait à l'époque quand on avait un bâtiment dont on voulait se débarrasser. Et en fait, la réponse, c'est une pratique très très courante, en tout cas tout au long du XVIIIe. On voit ici une affichette qui date de 1778. Oui, vous traduirez les 70 et les 90, hein, vous pourrez décoder. Donc vous voyez le type d'affichette qui était publiée un petit peu partout dans la ville, qui était placardée sur les murs et sur les panneaux d'affichage, etc., qui annonce une vente publique à une date précise, à un lieu précis, pour une série de matériaux qui sont parfois déjà démontés, et donc les acheteurs peuvent venir inspecter les lots et décider de remettre prix pour tel ou tel lot. Parfois, ils sont encore sur pied, comme on disait, donc ils sont encore en fait dans le bâtiment, mais on considère déjà le bâtiment comme une somme de lots de matériaux potentiellement valorisables. Et donc les personnes qui sont intéressées sont invitées à remettre prix, et l'adjudicataire, qu'il soit un privé, commanditaire privé ou commanditaire public, adjuge le lot au plus offrant. Alors, sur cette vente-là, précisément, qui concerne la maison dite de Charles Quint, donc qui était, disons, dans des installations, enfin, dans ce qui constitue aujourd'hui l'actuel parc royal de Bruxelles, si vous connaissez un petit peu la géographie bruxelloise. On n'a pas retrouvé le décompte de cette vente-là, mais on a trouvé un décompte dans les archives qui date d'un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, pour un bâtiment d'une taille à peu près similaire, donc c'est vraiment la même modalité. Et là, on se rend compte qu'il y a en général un ou deux gros entrepreneurs locaux qui achètent beaucoup de lots, et puis toute une série de petits acteurs locaux, des petits artisans, parfois des particuliers, parfois du petit entrepreneuriat, qui achètent des lots beaucoup plus ponctuels, une porte, 2-3 fenêtres, un petit lot de tuiles. Et donc en fait, cette modalité de vente-là, elle est assez efficace pour stimuler une sorte d'entrepreneuriat local et à petite échelle qui a de cette façon-là accès à des ressources de manière assez aisée. Alors si on fait un bond de 100 ans dans le temps, et de quelques kilomètres au nord de Bruxelles, on est à Anvers en 1860. La ville veut se débarrasser du système de fortification qui date du Moyen-Âge et qui empêche quelque part l'extension de la ville. Et donc en fait là, c'est exactement le même principe. C'est une adjudication publique. Donc ici, on voit c'est un pouvoir public qui met en vente, en l'occurrence ici la tour bleue, donc c'était l'image qu'on vient de voir juste avant, qui est un des angles, si vous voulez, du système de fortification. Et alors l'entrepreneur est chargé de se débarrasser de tous les matériaux et d'égaliser le sol jusqu'à 60 cm en dessous du niveau du sol. Donc il y a un petit peu de travaux de remblai à côté de la démolition proprement dite. Et là aussi, ce sont des entrepreneurs qui sont invités à remettre prix. Donc pour le pouvoir public, se débarrasser d'un bâtiment à ce moment-là, c'est une manière de gagner de l'argent, puisque l'entrepreneur paye pour venir se servir dans les bâtiments. Alors, c'est quelque chose qui se développe évidemment très très fort autour de grosses opérations urbaines, et tout particulièrement autour des travaux de démolition sous Haussmann dans Paris. Et là, il y a des acteurs assez importants qui se mettent en place, notamment un certain Achille Picard, dont on voit ici l'entrée de son entrepôt en plein centre de Paris, qui se fait une petite fortune grâce aux démolitions et à la récupération lors de ces démolitions. Et vous voyez que le fronton qui orne son entrée, en fait, il vient du palais des Tuileries, donc qui était ce palais qui avait hébergé le pouvoir royal et puis le pouvoir impérial, et donc qui avait été violemment et de façon un peu cathartique brûlé par les communards en 1871. Environ 10 ans plus tard, la ville de Paris décide de se débarrasser de ce qui reste du palais, et donc en fait, il reste quand même encore pas mal de choses, puisque les boiseries, etc. ont flambé, mais la pierre est toujours là. Et Picard obtient l'adjudication avec un prix qui est extrêmement bas, c'était 33 000 francs, donc à l'époque, même pour l'époque, c'est vraiment une paille, mais c'est parce qu'il y avait une clause qui disait que le chantier devait être libéré en 6 mois, ce qui pour l'époque était un délai ultra court, et donc il y avait peu de gens, peu d'opérateurs capables de déployer une main-d'œuvre conséquente et d'avoir accès aux filières d'écoulement pour tous ces matériaux, et donc c'est finalement Picard qui s'en sort et qui récupère au passage un fronton pour son entrée. Alors, si on refait un bond de 100 ans dans le temps, vous reconnaissez sans doute cette image archi-célèbre qui signe quelque part la fin du rêve moderne, donc la démolition d'une barre de logements sociaux dans le Missouri aux USA, à l'explosif, donc c'est vraiment une démolition à la dynamite. Et donc dans ce cas-là, évidemment, il y a une espèce d'inversion qui s'est opérée, puisque pour les pouvoirs publics, la démolition devient un poste extrêmement coûteux, et tout ce qui sort de ce chantier, ce sont des décombres dont on se débarrasse via la mise en décharge, qu'on va jeter dans des marais pour s'en débarrasser. Donc c'est plus du tout vu comme une source de ressources, c'est vu comme une source de déchets. Et c'est encore le cas c'est encore des démolitions qu'on pratique, mais de manière peut-être plus ponctuelle aujourd'hui. Là, vous voyez la démolition assez spectaculaire d'un dôme en béton avec une assez longue
portée, qui a quelques charges d'explosifs bien placées, vient s'écrouler sur lui-même. Alors qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'en 100 ans, il y ait tout à coup une telle inversion dans les pratiques? Évidemment, c'est une question très complexe. On peut suggérer une série de pistes de réflexion autour de ça. Il y a clairement des choses qui ont à voir avec l'outillage. Si vous voyez ici une planche qui reprend les outils qui étaient utilisés justement dans les démolitions haussmanniennes, vous voyez que ça reste des outils manuels. Bon, bien sûr, il y a des treuils, il y a peut-être un peu de force animale, mais on est avec de l'énergie qui est essentiellement humaine et avec des moyens qui sont relativement rudimentaires. Ce qui n'a pas empêché évidemment d'éventrer Paris de haut en bas, mais donc c'est simplement qu'il y a beaucoup de gens avec des petits outils qui sont sur le chantier. Et ça, évidemment, ça s'inverse. Au début du XXe siècle, on voit apparaître les premiers moteurs diesel, et on voit aussi apparaître tous les systèmes pneumatiques qui vont bientôt munir. Donc là, on est dans les années 30, une publicité pour un marteau-piqueur. Ici, on est dans les années 50 à Bruxelles. Vous voyez une grue, une pelle mécanique qui est encore munie d'un système à câble. Donc ça, c'était en vigueur, disons, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et puis, vers 1940, après la Seconde Guerre mondiale, on les remplace petit à petit par des systèmes hydrauliques qui, en fait, offrent une beaucoup plus grande versatilité. Donc, au bout du bras articulé, vous pouvez commencer à fixer plein d'outils différents, des marteaux-piqueurs, mais aussi des godets, des petites pelles, etc. Et donc, ça devient des outils qui sont des espèces de couteaux suisses de la démolition. Donc l'outillage évolue, ça c'est assez clair. Et bien sûr, dans cette évolution, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle vraiment clé, notamment pour des entreprises comme Caterpillar, qui sur le front de la guerre du Pacifique connaissent une espèce de développement à la fois économique et technique assez impressionnant. On voit ici un extrait d'un rapport d'activité de l'entreprise Caterpillar en 1942, donc ils sont vraiment en pleine guerre, et qui se rendent compte que tout l'effort de recherche et de développement investi pour l'effort de guerre va, au lendemain de la guerre, engranger des bénéfices considérables. Et donc c'est lié au fait que les bataillons du génie civil en fait, devaient pouvoir construire une piste d'atterrissage sur une petite île du Pacifique en moins de 3 jours pour que le front puisse se déplacer. Et donc, au lendemain de la guerre, tous ces soldats qui étaient aux commandes de ces gros bulldozers et qui ont vu l'évolution de ces bulldozers, qui ont appris à les utiliser rapidement, etc., se retrouvent dans le civil et se reconvertissent en fait dans la démolition. Et donc on voit apparaître tout à coup le bulldozer comme engin de démolition. Donc outillage d'un côté, main-d'œuvre de l'autre, c'est évidemment un autre facteur qui change beaucoup au début du XXe siècle, fin 19e. Vous voyez ici la démolition du palais de justice de Bruxelles, de l'ancien palais de justice de Bruxelles, qui semble tout rikiki par rapport au nouveau, celui qui l'a remplacé, disons, si vous connaissez. Et donc on peut se douter que les gens qui sont à l'avant-plan de la photo sont peut-être pas nécessairement des ouvriers, mais par contre tous les gens qu'on voit sur les décombres et certainement ceux qu'on voit sur le reste du fronton, ce sont des ouvriers. Donc ça donne un petit avant-goût de la quantité de personnes qui étaient employées sur ce type de chantier à une époque où la main-d'œuvre coûtait peu. Et vous voyez que c'est ça aussi qui permet des démontages soigneux. On voit ici une photo du même chantier. On voit par exemple les châssis de fenêtres qui ont été démontés assez soigneusement et les vitrages sont conservés intacts en vue d'un futur réemploi. Alors évidemment, avec l'augmentation du prix de la main-d'œuvre liée notamment à toute l'action syndicale, évidemment tout à fait légitime, mais aussi à tous les systèmes assurantiels qui se mettent progressivement en place pour assurer plus de sécurité pour ces ouvriers, on se rend compte que l'opération de démonter soigneusement devient de moins en moins rentable. Et donc ça rentre dans une espèce de logique un peu générale qui voit s'accumuler les impératifs de rendement et qui les renforce de plus en plus au fil du temps. C'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les grandes métropoles. Ici, par exemple, à New York, ça a été relativement bien documenté parce que la presse a gardé pas mal de traces de cette évolution en interviewant des acteurs locaux de la démolition. Et donc, on voit vraiment qu'entre 1925 et 1930 à peu près, ce changement-là s'opère. Et là où les chantiers de démolition pouvaient prendre longtemps et on pouvait se permettre d'essayer de valoriser la matière, ici, on passe dans un régime qui est plutôt basé sur des amendes et des bonus. Donc, si le démolisseur parvient à débarrasser plus vite le plancher, il gagne un gros bonus. Par contre, s'il traîne au-delà du délai prévu, il doit payer des amendes. Et donc ça pousse évidemment les démolisseurs à aller de plus en plus vite et à ne plus rentabiliser les matériaux, si vous voulez. Là-dedans, évidemment, la question de la pression foncière joue un rôle crucial aussi, puisque on pourrait caricaturer un peu l'équation, mais dire qu'à un moment donné, ça devient plus rentable de se débarrasser de X centaines de tonnes de matériaux qui valent toujours moins qu'une semaine de loyer sur un terrain soumis à une forte dose de spéculation.
Donc voilà quelques-uns des facteurs qui expliquent ce changement, disons ce passage de la démolition vue comme source de ressources vers la démolition vue comme production de déchets. Ah oui, ici c'est un exemple bruxellois de nouveau qui date des années 50. Donc, bon, je vous épargne le récit un peu pathétique où les démolisseurs ne mettent pas suffisamment d'explosifs et donc le bâtiment en fait ne se démolit même pas aussi bien que ce qu'on espérait. Mais la petite anecdote qui est intéressante là-dessus, c'est que vous distinguez plus ou moins la statue qui est au sommet de l'arche, qui en fait était une allégorie du progrès par le chemin de fer. Il a été question d'essayer de la récupérer parce qu'elle était l'œuvre d'un sculpteur local plus ou moins réputé. Donc les villes d'origine de ce sculpteur ont proposé de récupérer au moins la statue, quitte à laisser tout le reste, et même ça a été jugé trop compliqué. Donc finalement, l'allégorie du progrès va se retrouver avec le reste sous les décombres de gravats. On est en 1950 à ce moment-là. Alors, la seconde moitié du XXe siècle va quand même s'opérer une série de modifications qui vont changer un petit peu toutes ces pratiques-là, et notamment via la mise en place de toute une série de réglementations à partir des années 70 pour la plupart des pays, et qui s'intensifient, disons, de plus en plus sur les dernières décennies. Alors il y a notamment au niveau européen une directive en 2008 qui fixe une hiérarchie qui est devenue assez célèbre entre-temps, donc une hiérarchie des modes de traitement des déchets. Et vous voyez que la mise en décharge se trouve vraiment tout en bas, c'est la façon d'évacuer les déchets la moins souhaitable, si vous voulez, pour le législateur. Et tout en haut, il y a la prévention, évidemment, qui consiste à empêcher qu'un déchet n'arrive. Donc garder encore un petit peu plus longtemps si possible. Mais si vraiment il y a un déchet qui survient, alors on doit privilégier en premier lieu la réutilisation et puis le recyclage. Et donc le recyclage, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'a priori avec le recyclage, il y a une opération assez lourde qui consiste à ramener, c'est des opérations physico-chimiques, qui consistent à ramener la matière à l'état de matière première justement. Donc vous broyez par exemple du bois en petits copeaux pour en refaire une sorte de sciure de bois qu'on peut réutiliser pour des panneaux d'agglomérés, par exemple. Et puis alors en dessous de ça, il y a l'incinération. Donc ça, c'est même pas une valorisation de la matière, c'est une valorisation des calories qui sont contenues dans un matériau, si vous voulez. Et puis il y a des matériaux qui ont vraiment un très très faible pouvoir calorifique. Certaines laines minérales, par exemple, qui brûlent en fait très très mal, qui bouchent les fours. Et donc celle-là continue à aller vers la décharge, mais ça devient une fraction plus restreinte. Et donc en Belgique notamment, mais c'est un peu le cas en France aussi, depuis les années 80, il y a vraiment un très gros effort qui est fourni en vue du recyclage. Donc on a plutôt visé un des avant-derniers échelons, si vous voulez, pas celui tout en haut. Et donc ça, c'est un effort qui concerne à la fois le législateur, donc il y a toute une série de lois qui se mettent en place. C'est un effort qui est évidemment aussi industriel, donc il y a pas mal d'opérateurs qui commencent à ouvrir des centres de concassage. Et alors là, il y a des choses intéressantes, il y a souvent des anciennes industries minières qui commencent à fermer vers la fin des années 70, qui effectuent des transferts de technologie, parce que grosso modo, c'est à peu près la même machine que vous utilisez pour trier du minerai extrait du sol et pour trier du concassé de béton. Et puis il y a aussi des efforts universitaires, il y a pas mal de recherches et de développements qui sont menés pour essayer d'étudier les propriétés de ce granulat recyclé. Et donc tout ça mène à des nouvelles pratiques en matière de démolition. Donc aujourd'hui, disons, l'état de l'art, c'est ce qu'on appelle le soft stripping, donc l'effeuillage, qui consiste à enlever toutes les couches intérieures d'un bâtiment pour essayer d'isoler une structure inerte, souvent en béton, qui peut être concassée. Alors, évidemment, le concassage du béton, pour un pays qui investit là-dedans, c'est assez intéressant parce que c'est dans le bâtiment la fraction qui est la plus lourde. Donc, si vous exprimez les choses en tonnes et que vous considérez que concasser du béton, c'est du recyclage du béton, vous pouvez affirmer que vous recyclez 80% à 90% de vos déchets de construction et de démolition, ce qui est évidemment un très très beau score. Évidemment, si on exprime les choses en volume, ça devient un peu différent, parce qu'alors des isolants qui pèsent rien mais qui occupent beaucoup de place, tout à coup viennent changer un petit peu la balance. Et puis si on exprimait les choses en euros, combien valent les choses au moment où on les met en œuvre, par exemple, alors évidemment l'échelle sera encore très très différente, puisque l'ossature béton, ce n'est pas spécialement la partie la plus chère d'un bâtiment. Et donc vous voyez ici donc la transformation des gravats de béton en granulats qui sont utilisés pour des travaux de remblai et dans une très faible mesure jusqu'à un certain pourcentage, en général 10-15% de fractions très bien triées avec une granulométrie très très bien maîtrisée peuvent être réintégrées dans des nouveaux bétons, mais ça concerne plutôt une minorité de gravats. Et le reste des fractions, pour le moment, dans la plupart des chantiers, reste encore évacué sous forme de déchets mélanges, également appelés déchets classe 2. Donc, si vous voulez, toutes ces couches qu'on a enlevées préalablement. Et là, vous voyez l'exemple d'un centre de tri. Alors, c'est un centre de tri très, très rapide qui a fait le choix de ne pas opter pour des lignes de tri très, très sophistiquées, où tout se fait au sol.
C'est une sorte de balai mécanique entre une pelle hydraulique et quelques opérateurs humains qui font ce qu'on appelle du cherry picking. Donc ils prennent les belles pièces, si vous voulez, ce qui passe vite, le flux va assez rapidement, ils prennent ce qui en vaut la peine, les métaux qui sont facilement accessibles, peut-être certaines fractions de bois, et pour le reste, en fait, ça file encore à l'incinérateur pour la majorité des matériaux. Et donc dans ce contexte-là, en fait, on constate que les pratiques de réemploi, qui étaient monnaie courante jusqu'à, disons, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, se confinent de plus en plus à des niches de marché assez marginales, voire même à des secteurs complètement hors du marché. Et donc c'est le cas, par exemple, de ce qu'on pourrait définir comme le réemploi par nécessité, donc qui concerne plutôt des économies de subsistance, si vous voulez. Ici, on voit une photo qui date de la Grande Dépression américaine. On voit les ouvriers chassés par la faim et par le manque de boulot fuir vers l'ouest et qui construisent, là où ils s'installent, des espèces de petits cabanons à partir de briques et de brocs de réemploi. Mais donc, on n'est évidemment pas du tout dans des circuits marchands conventionnels. On est dans une économie bien différente, où la question matérielle, évidemment, est sans doute très secondaire par rapport aux autres impératifs. Des exemples plus contemporains, la jungle de Calais, qui a été démantelée là il y a peu, était aussi construite à partir de briques et de brocs, avec une sorte d'usage un peu spontané du réemploi. Mais donc ça, c'est, disons, une niche où on pourrait retrouver le réemploi. Une seconde ou une deuxième niche, ce serait les réemplois qui échappent au marché réglementé. Donc, par exemple, en Belgique, les abris pour animaux dans un champ, c'est quelque chose pour lequel il y a très peu de réglementation, moyennant peut-être quelques gabarits, mais il n'y a pas de demande de permis d'urbanisme, il n'y a pas de demande de permis de bâtir ni rien. Et donc, on voit une sorte de bon sens paysan, comme ça, à l'œuvre, qui déploie des stratégies de réemploi pour une série de matériaux. Alors, ce qui a toujours bien marché et ce qui s'est pas mal renforcé avec l'arrivée de plateformes Internet type Le Bon Coin ou deuxièmemain.be ou eBay, c'est l'échange entre particuliers. Donc des particuliers qui sont amenés à faire des petits travaux, des autoconstructeurs donc, qui sont amenés à faire des petits travaux chez eux et qui libèrent des petits lots de matériaux. Et en fait, pour d'autres particuliers, il y a tout un marché qui fonctionne vraiment pas trop mal. Vous voyez que les prix sont assez bas. Vous ne le voyez pas, mais vous voyez à l'imparfait que les prix étaient assez bas. Voilà, vous les revoyez. Et souvent, c'est des formules même où on donne, par exemple, toute une terrasse, tout un pavage de terrasse, à charge de l'acheteur de venir la démonter lui-même. Mais donc là, on est dans une économie qui ne concerne toujours pas, disons, le secteur professionnel de la construction. Un entrepreneur qui doit répondre à une demande relativement conséquente aura beaucoup de difficultés à aller s'approvisionner auprès de ce type de sources-là. Alors, une autre niche qu'on pourrait encore identifier, c'est une niche qui rejoint peut-être la première que j'évoquais, le réemploi par nécessité, mais qui en fait un discours beaucoup plus militant. Et donc ça, tous les mouvements de contre-culture qu'on voit fleurir un peu partout depuis les années 60, aux États-Unis, en Europe, qui continuent à avoir une certaine actualité, voient dans le réemploi une stratégie qui est à la fois esthétique, avec la réappropriation de matériaux qui ont, vous voyez la citation du bouquin Shelter, donc cette espèce de bible, de livre de chevet de toute la contre-culture américaine et même mondiale entre-temps, qui dit on cherche des matériaux qui ont une âme, des matériaux qui ont une histoire et qui sont une alternative, sous-entendu, à l'espèce de banalité ou d'aliénation du matériau industriel, banal et répétitif. Donc il y a une espèce de revendication esthétique qui est intimement liée avec des revendications beaucoup plus politiques. Avec la dernière phrase, vous voyez, nous essayons de subvertir l'industrie du bâtiment dans sa forme actuelle. Donc là, il y a une espèce de discours militant qui se greffe sur les stratégies de réemploi. Et alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le bouquin de Boltanski et Eve Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, qui montre comment le marché a une capacité de récupération énorme, et tout particulièrement de cette critique contre-culturelle des années 60, donc toutes les dimensions, disons, artistiques et politiques qui étaient là tout à coup étroitement liées, sont entièrement récupérées par le marché, et ça donne disons une déclinaison de l'esthétique upcycle, comme on l'appelle par des grandes chaînes, des chaînes de grande distribution, comme par exemple ici les magasins Urban Outfitters, qui habillent leurs magasins avec une esthétique du réemploi, qui évoque le réemploi en tout cas. Et puis alors une dernière niche qu'on pourrait évoquer, c'est le réemploi de luxe. Et celle-là aussi existe depuis toujours. Au XIXe siècle, vous vous souvenez la citation à côté de l'entrepôt de M. Picard. C'était des grands bourgeois qui allaient flâner dans ces entrepôts à la recherche d'une antiquité, d'une pièce qui a de la valeur. Ça existe toujours. Ce sont des gens qui sont prêts à payer des sommes relativement considérables pour des très beaux matériaux, souvent avec une touche artisanale où on voit encore le travail de l'artisan. Et donc voilà, ici par exemple un revendeur en Belgique qui revend ces colonnes un peu étranges ou ces espèces de mini-frontons.
c'est ce genre de choses-là qu'on peut trouver. Donc aujourd'hui, par exemple, en Belgique, il y a une centaine de revendeurs qui sont actifs dans la revente de matériaux de construction. On peut dire qu'un gros tiers, une petite moitié, sont plutôt spécialisés dans ce qui concerne les antiquités architecturales. C'est vraiment un secteur qui se porte plutôt bien, mais qui, grosso modo, donc en termes de chiffre d'affaires, il est probablement conséquent, puisque chacun de ces éléments, de par sa rareté, de par son unicité, peut être vendu relativement cher, et la clientèle est en demande pour ça. Disons, en termes de quantité totale, ça reste relativement marginal, et c'est pas non plus on n'est pas sur des grandes opérations de logement, on n'est pas sur des grandes opérations de construction. Et donc, il y a même des pays, par exemple en Grande-Bretagne, où en fait le secteur du réemploi est sur le déclin. Vous voyez en bas les trois bâtonnets graphiques. Donc, il y a le chiffre d'affaires à gauche, la quantité de matériaux au milieu et le nombre d'employés actifs dans le secteur du réemploi. Vous voyez qu'entre 1998 et 2006, il y a eu une sorte de déclin. Et les analystes anglais attribuent ça à ce qui relève, selon eux, d'un mauvais usage des fonds publics ou des efforts de développement engagés par le public, puisque tout a été canalisé vers le secteur du recyclage et pas vers le secteur du réemploi. Donc là, il y a une espèce de déséquilibre qui a nui au secteur du réemploi. Et il y a des fractions pour lesquelles c'est assez clair quand on analyse la composition de ces bâtonnets. Par exemple, le flux de bois, qui faisait l'objet d'une assez grande réutilisation auparavant, disparaît quasiment complètement en une petite décennie. Et par contre, le recyclage du bois, la transformation de bois en copeaux de bois et en panneaux d'agglomérés, en 10 ans, augmente proportionnellement. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une sorte de déviation d'un flux vers un autre mode de traitement, plus bas dans la fameuse hiérarchie européenne. Alors, compte tenu de toutes ces évolutions, donc cette espèce de mini ou ce très très rapide aperçu historique, on voit que le réemploi était une pratique qui avait tout à fait son sens sur un plan économique, en tout cas jusqu'à la fin du 19e, disons, pour faire bref. Compte tenu des évolutions qui sont survenues, est-ce qu'on peut considérer que le réemploi a toujours un potentiel économique aujourd'hui, ou est-ce qu'on pourrait continuer à développer ou à réfléchir autour de cette thématique-là pour à la fois répondre aux enjeux environnementaux et aux enjeux qui sont fixés par la législation, mais aussi pour stimuler une sorte de développement économique intéressant? Et donc, la réponse ici aussi mérite d'être nuancée. Peut-être pour rajouter un tout petit peu au contexte, je voudrais encore ajouter un phénomène dont il faut pas mal tenir compte autour de ces questions-là, c'est la question de la désindustrialisation. Donc vous voyez ici une carrière de porphyre. Donc le porphyre, c'est une pierre assez résistante qu'on extrayait depuis le XVIIIe siècle à peu près en Belgique. C'était une des seules carrières de porphyre qui produisait des pavés de routiers, qui produisait, je crois, 180 000 tonnes par an, donc c'est des chiffres vraiment conséquents. Et sur cette fraction-là, il y avait à peu près la moitié qui était exportée vers l'étranger, parfois même assez loin. Donc aux États-Unis, par exemple, il y avait, des villes comme Chicago sont pavées avec des Belgian blocks qui étaient appréciés pour leur robustesse et leur solidité. Et donc vous voyez ici une image qui date de la fin du 19e siècle, où on voit qu'il y a déjà une sorte de mécanisation du travail, on voit les petits chariots, etc., qui roulent, mais on voit aussi, on distingue, non, c'est pas sur cette image-là, mais on voit la taille des pavés elle-même, en fait, restait très artisanale. Chaque pavé était taillé à la main par un ouvrier spécialisé qu'on appelait un épinceur. Et ça a duré jusqu'en 1953. Et en 1953, la carrière a complètement basculé ses activités. Elle est toujours en opération aujourd'hui, mais elle ne produit plus des pavés. Elle produit du gravat, du ballast, qui est utilisé notamment pour les lignes de TGV. Et donc, ce qui est fait là, pour le coup, tout à fait mécaniquement. Et donc, en 1953, en fait, le basculement, ça a été l'augmentation du prix de la main-d'œuvre, donc de nouveau, ce fameux facteur qui fait que les coûts salariaux deviennent tout à coup trop importants que pour produire du pavé, et donc on inverse la tendance. Et des grandes métropoles comme Bruxelles, mais c'est certainement le cas pour des villes comme Paris aussi, entre 1960 et 2000, connaissent vraiment une désindustrialisation assez profonde. À Bruxelles, c'est 75% de l'emploi manufacturier qui chute entre 1970 et 2000. Et par contre, on voit une espèce de corollaire qui est l'augmentation du travail tertiaire, donc de l'économie de services. Et donc Bruxelles, évidemment, est très réputée pour ses bureaux. Il y a toutes les institutions européennes et tout ce qui gravite autour. C'est ce type de boulot-là qui se développe en ville. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce n'étaient pas les gens qui taillaient les pavés en grande banlieue bruxelloise qui sont maintenant dans les bureaux des commissaires européens. Et donc, le corollaire de ça, c'est évidemment des taux de chômage qui ont tendance à aller vers le haut.
Et dans de tels contextes, depuis les années 80, il y a pas mal d'écrits, notamment des rapports financés par l'Europe, enfin disons par des institutions elles-mêmes, mais c'est donc des rapports qui proposent en gros de remplacer l'énergie par le travail et donc quelque part de revenir, de refaire un shift vers des activités qui demandent une main-d'œuvre considérable parce qu'on est face à des réservoirs de personnes désœuvrées pour lesquelles il y a en fait assez peu de débouchés dans l'économie telle qu'elle s'organise. Et là-dedans, des activités de remanutention, de réemploi, de réparation, de logistique, etc., qui peuvent difficilement être confiées à des machines, sont tout à coup perçues comme des activités qui ont peut-être malgré tout un intérêt, au-delà d'un calcul strictement axé sur le rendement qui pousserait évidemment à minimiser les coûts du travail. Tout à coup on les reconsidère. Et donc cette conception-là du réemploi, elle est intéressante parce qu'évidemment dans le réemploi des matériaux de construction, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, ce sont des activités qui sont assez intensives en main-d'œuvre. Vous voyez ici un exemple d'ouvriers en train de démonter un carrelage ou de nettoyer un parement en pierre. Alors ce qui est aussi assez intéressant, et ça c'est plutôt au niveau des politiques publiques qu'on le constate, depuis quelques années, depuis 2015 pour l'Europe, qui a publié une note de route, une espèce de roadmap vers l'économie circulaire, qui est un peu le nouveau mot-clé à la mode. Et à Bruxelles, il y a une déclinaison. En avril 2016, la région de Bruxelles-Capitale a publié aussi une espèce de programme pour l'économie circulaire. On voit noir sur blanc une envie de relocaliser l'économie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez interpellant, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus lu ça dans des discours officiels, en tout cas. On ne sait pas très bien combien de temps ça va tenir. Il y a de bonnes chances que quand le FMI ou la Banque mondiale va venir mettre son nez sur ce type de programme, on va aller dire aux régions non, ce n'est pas les règles du jeu. Pour le moment, le marché, on le garde le plus ouvert possible, et cette idée d'une espèce de protectionnisme qu'on associerait à une relocalisation de l'économie risque de ne pas tenir très longtemps. N'empêche, pour le moment, c'est quelque chose qui est clairement à l'ordre du jour et des agendas politiques. Vous voyez ici des extraits d'une présentation donnée par un responsable de l'administration de l'environnement de Bruxelles-Capitale qui propose de diminuer à la fois le flux de matière entrante dans Bruxelles, mais du coup aussi corollairement le flux de déchets sortants pour favoriser le réemploi sur Bruxelles et créer de l'activité économique urbaine dans Bruxelles. Donc ça, c'est, disons, les ambitions politiques du moment. Et de fait, comme je disais, le réemploi, c'est quelque chose qui consomme pas mal de main-d'œuvre. Vous voyez ici le démontage d'un faux plafond. On voit sur la photo 4 personnes. En réalité, il faudrait sans doute en ajouter une 5e qui qui s'arrange pour que les caisses, une fois qu'elles sont remplies, soient remplacées par une nouvelle caisse. Et peut-être une 6e personne pour pousser l'échafaudage une fois qu'on a démonté une zone précise. Et en parallèle de ça, le démolisseur qui intervenait dans le même bâtiment, donc c'est du vécu ce que je vous raconte là, sur le temps que nous on faisait un étage en quelques jours, lui en quelques heures, avec le bulldozer dans l'étage, il passait et démolissait tout le faux plafond. Évidemment, dans son cas, il n'y a pas d'optique de récupération, c'est de la matière qui va aller, là en l'occurrence c'est de l'acier, donc ça va aller vers les secteurs de recyclage, ça va être refondu pour reformuler de l'acier. Et donc on voit là une personne, un bulldozer, 1 heure, contre 4 personnes, 5 personnes, une semaine pour la même opération. Pareil, dans l'économie le réemploi de la brique, on voit qu'il y a une série d'opérations qui sont assez coûteuses en main-d'œuvre. Évidemment, dans un contexte européen où la main-d'œuvre coûte relativement cher, où le travail est relativement fort taxé, des activités pareilles qui, sur le plan environnemental, ont un bénéfice immense, parce qu'en faisant ça, vous permettez de ne pas devoir produire une nouvelle brique et vous empêchez qu'on doive traiter la brique comme déchet. Donc ce sont les 2 gros postes énergivores dans le cycle de vie d'un matériau. Dans la plupart des cas, ces 2 postes-là sont court-circuités. Mais par contre, sur un plan strictement économique, du fait de l'opération, du fait de l'intensité de la main-d'œuvre, en fait, l'entrepreneur là parvient à peine à rentrer dans ses bénéfices, et à être concurrentiel avec la brique neuve. Donc, pour le client final, le prix est évidemment quasiment identique, il est un tout petit peu moins cher avec certaines briques de réemploi, mais ce que ça couvre, l'économie qui se trouve derrière le matériau est évidemment très très différente. Ici, on paye de l'emploi, en gros. Alors c'est aussi un secteur dans lequel il y a besoin de gens assez spécialisés. Ici, on voit une entreprise qui s'est spécialisée dans le réemploi des portes et qui propose toute une série de services sur mesure. Donc, on redécoupe les portes, on les décape, on les repeint. Et donc ça, c'est quand même de la menuiserie de relativement haut vol. Et ces activités-là permettent à des artisans de trouver de mettre à profit leur savoir-faire.
des choses assez intéressantes. Il y a une certaine astuce dans ce secteur. Ici, une entreprise qui récupère des grosses dalles de Bourgogne qui étaient utilisées comme sol dans les églises, mais donc qui sont vraiment de grosses épaisseurs de pierre et qui ne sont pas du tout adaptées aux techniques actuelles de construction. Et donc, ils les recoupent dans la longueur pour faire des dalles beaucoup plus fines. Et alors là, ce qui est amusant, c'est que tout à coup, avec un produit, en fait, il y en a deux. Et la partie supérieure qui porte la patine, qui est appréciée, celle qu'on achète, qui est bien mise aux dimensions, etc., elle se vend assez cher. On parle de 250 € le mètre carré à peu près. Par contre, la croûte en dessous, il la revend aussi, mais dans un marché tout à fait secondaire. Et là, ça coûte 10 fois moins cher. On est aux alentours de 20 € du mètre carré pour cette croûte un peu plus irrégulière. Alors dans le même genre d'idée, le secteur du pavé, qui tourne plutôt bien, ça c'est vraiment un secteur assez phare du réemploi, assez professionnalisé, sauf qu'il y a pas mal de pavés anciens qui avaient une tête un peu bombée, on les appelle parfois d'ailleurs même les têtes de Napoléon, en référence sans doute au chapeau de Napoléon, qui ne sont pas tout à fait au goût du jour. Enfin, souvent, les pavés sont utilisés pour des aménagements cyclistes qui apprécient des étendues beaucoup plus planes. Et donc là, les revendeurs de pavés, ils ont trouvé le bon plan. Évidemment, ils se coupent leur pavé en deux, ils le scindent dans l'épaisseur. Et donc, petit miracle économique, avec un pavé, ils en vendent deux et qui sont en plus aux normes. Donc ça, c'est assez astucieux. Et puis parfois des opérations comme ça qui deviennent un peu limites aussi, hein. On n'est pas tout à fait à l'abri d'effets un peu pervers. Un revendeur ici de poutres en chêne qui s'est rendu compte qu'en fait beaucoup de ses clients, ce qu'ils appréciaient, c'était les quelques premiers millimètres de la chaîne. C'est là où il y a la patine, c'est là où il y a l'espèce d'esprit du chêne, si vous voulez, qui se marque à la surface. Et donc ce que lui fait, c'est redécouper les poutres pour réassembler des petits profilés en U, tels que vous les voyez en bas à droite, qui peuvent être clippés sur une poutre en acier ou sur une poutre en béton, pour tout à coup donner un aspect un peu pittoresque à votre intérieur. Et là où il est malin, c'est que le reste de l'opération, donc le cœur de la poutre, qui est quelque part remis à neuf, si vous voulez, on a coupé justement les traces d'usure, il les revend aussi à des gens qui sont plus intéressés par les propriétés techniques du chêne que par l'idée du chêne, l'idée un peu platonique comme ça du chêne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde de près les opérations dans le secteur de la démolition actuelle, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très très loin d'une logique de démantèlement en vue du réemploi. Donc ici, c'est un petit parallèle sur la colonne de gauche. Vous voyez la façon dont un démolisseur procède pour démonter un parement en pierre. Et à droite, c'est la façon dont on le ferait pour les démonter en vue d'une récupération. Donc en fait, il suffirait de venir glisser une palette à côté de ce démolisseur et lui demander de déposer gentiment la pierre plutôt que de la laisser tomber par terre au risque qu'elle se brise pour récupérer des éléments intéressants. Donc là, il y a vraiment une espèce de proximité assez grande entre les opérations telles qu'elles sont menées aujourd'hui et ce qu'elles pourraient devenir moyennant des micro-changements. Et vous voyez le petit bulldozer, là, les démolisseurs adorent rouler dans les surfaces de bâtiments avec des bulldozers, c'est assez amusant à constater. Ici, autre exemple, un démolisseur à qui on a demandé, en fait, voilà, les circonstances se sont mises, le commanditaire lui a explicitement demandé de récupérer les briques dans un bâtiment mixte en briques-béton, et donc vous voyez à l'arrière le tas de béton qui va être envoyé vers les filières de recyclage, et puis à l'avant-plan, vous voyez les ouvriers qui sont en train de faire le tri. Donc c'est pas tellement que les savoir-faire ne sont plus là, c'est simplement que les conditions sont rarement réunies et qu'on leur demande rarement explicitement de le faire. Alors, ça c'était un exemple de cas où il y a une proximité. Il y a évidemment toute une série d'autres étapes qui vont nécessiter le développement de nouvelles activités économiques. Il y a sans doute des nouveaux opérateurs ou des opérateurs existants qui vont devoir réouvrir leur champ de services, leur prestation de services, pour faire face aux défis du réemploi. Et jusqu'à présent aussi, les exemples que je vous ai montrés, ils touchent ces trois phases du démontage, de la manutention et du traitement des produits. Mais en réalité, il y a pas mal d'autres aspects qui sont au moins aussi importants, si pas plus importants que ça, qui touchent en amont de ça, disons, à l'inventaire et à l'identification des éléments qui ont un potentiel de réutilisation, compte tenu des circonstances actuelles. Et puis, en aval de ça, il y a tout un travail sur la documentation des produits, sur l'évaluation de leurs performances techniques, sur l'identification et la mise en place des canaux de revente, éventuellement sur la repose. Donc, un pavé, ça ne change pas grand-chose pour l'entrepreneur de remettre en œuvre un pavé neuf ou un pavé de réemploi. Mais il y a d'autres matériaux de réemploi qui demandent peut-être une approche un tout petit peu plus soigneuse au moment de la repose. Et donc là-dedans, on voit qu'il y a une série de réponses, une série aussi de défis pour le développement d'un secteur du réemploi. On voit aussi que l'idée que toute la main-d'œuvre un peu désœuvrée qui était active dans les secteurs industriels et qui se retrouve, pour faire un peu caricatural, mais qui se retrouve sans emploi dans une économie de services,
va peut-être trouver des pistes dans certains postes de réemploi, mais que le réemploi ne va pas être d'office une solution directe et idéale pour toute cette activité économique-là, quoi. Il faudra aussi organiser probablement des formations, des filières de formation et autres. Donc ça, c'est une nuance qui n'apparaît pas toujours dans les textes, notamment les textes européens et les textes bruxellois sur ces questions d'économie circulaire. Alors, du coup, est-ce qu'il y a à réfléchir peut-être plus largement, et j'en viens, disons, au 5e point de mon exposé, peut-être réfléchir plus largement à une idée de prospection urbaine, donc de reconsidérer la ville comme un gisement de ressources. Alors la métaphore de la carrière, évidemment, elle est très partielle, hein, puisque une carrière, il y a toute une série de propriétés. Les géologues sont capables d'estimer à peu près la quantité de la carrière, alors qu'en ville, c'est difficile d'aller estimer de quoi est exactement composée la ville. Il y a eu tellement de matériaux différents, à tellement d'époques différentes, il y a tellement de couches, si vous voulez, tellement de stratification, que l'identification du gisement est beaucoup plus difficile dans la ville que dans un gisement plus classique. Par ailleurs, la ville, jusqu'à nouvel ordre, est encore composée d'une somme disons, de propriétés, de biens privés. Et donc c'est comme si le prospecteur minier devait, toutes les 2 mois ou toutes les 2 semaines, renégocier les droits d'exploitation de la mine. Ça crée aussi une grande incertitude. On ne sait pas exactement quand vont se libérer les matériaux. Donc il y a disons, un contexte d'incertitude qui fait que la métaphore du gisement urbain est probablement à prendre avec des pincettes. Mais disons, pour l'exercice de pensée, on peut essayer de travailler autour de ça, de cette idée de prospection urbaine. Et qu'est-ce que ça implique comme étape? Je vais essayer de les détailler un tout petit peu plus en me basant sur une série d'exemples plus directement issus de nos projets qu'on mène avec Rotor. Alors, comme je vous l'indiquais, il y a une phase qui est vraiment primordiale, c'est la question de l'inventaire des éléments réutilisables. Et donc, ça c'est aussi une grande différence avec le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on est face à une quantité de matériaux qui est, disons, une gamme de matériaux qui est relativement limitée, qui sont bien connus, tant les constructeurs que les artisans, que les concepteurs connaissent globalement tous les mêmes matériaux, ils savent comment les utiliser, donc il y a une espèce de facilité là à travailler autour de ces matériaux. Aujourd'hui, en 2016, on est face, comme je le disais, à des matériaux beaucoup plus hétérogènes, et donc dans ce panel-là, qu'est-ce qui a un potentiel de réutilisation tenant compte des critères techniques, tenant compte des critères économiques, tenant compte aussi de toute une série d'autres critères beaucoup plus fouillants, beaucoup plus subjectifs. Donc si on devait schématiser, ça c'est une image qu'on montre parfois, donc c'est une situation hypothétique, hein, c'est pas un relevé existant, mais donc c'est une coupe dans ce qui concerne ce qui pourrait être un bâtiment tout à fait générique d'aménagement de bureaux. On peut essayer d'imaginer les zones où se trouve la valeur en tant qu'élément réutilisable. Et donc ça tient à pas mal de facteurs qui ont à voir avec des facteurs, disons, d'accessibilité. Vous imaginez par exemple sur la façade qu'il y a un très beau parement en granit poli sur la façade, qui a probablement en soi une haute valeur sur le marché du réemploi, mais simplement les opérations nécessaires pour aller le chercher, la logistique liée à la récupération de ce matériau-là, fait qu'en fait c'est quasiment impossible de le récupérer dans les délais qui sont impartis pour une opération de réemploi. À l'inverse, et ça peut faire sourire, mais ça c'est assez réel, les parois qui séparent les urinoirs sont des éléments qui coûtent en fait assez cher en neuf et qui se revendent assez bien sur le marché du réemploi et qui sont en plus faciles à démonter, qui sont très faciles à transporter, qui s'emballent facilement, etc. Donc là, il y a une espèce de convergence de facteurs qui font que cet élément-là, on pourrait lui accorder une valeur intrinsèque bien moindre qu'un beau granit un peu noble utilisé en façade, mais pour le coup, disons, la réutilisabilité de ce matériau est plus importante. Et donc voilà, cette figure du prospecteur, de la personne chargée de faire l'inventaire, est quelqu'un qui doit avoir l'œil pour tous ces facteurs-là, qui doit être capable de discerner dans un bâtiment ce qui en vaut la peine de ce qui n'en vaut pas la peine. Et la personne qui va jouer ce rôle-là, elle doit vraiment être très très bien choisie, et c'est ce que montre une enquête qui a été menée à Seattle, donc aux États-Unis, une ville qui a mis en place une obligation d'inventaire pré-démolition en vue du réemploi. Donc c'est vraiment une disposition très très spécifique qui a fait suite à tout un travail de lobbying de la part du secteur du réemploi local. Et donc au bout de quelques années, ils ont fait une analyse de tous les inventaires qui avaient été déposés. Et cet inventaire, il n'y a pas d'obligation sur qui peut le faire. Donc il y a toute une série d'acteurs qui peuvent le faire, qui vont depuis des revendeurs spécialisés en matériaux de réemploi jusqu'aux propriétaires eux-mêmes. Et en fait, le potentiel de réemploi
varie énormément selon la personne qui le fait. Quand un revendeur vient faire un inventaire, dans 70% des cas, il voit du potentiel au réemploi. Quand c'est le propriétaire lui-même qui le fait, il n'y a que dans 5% des cas qu'il voit un potentiel pour le réemploi. Pour des typologies bâties à peu près identiques, on imagine que l'échantillon est suffisant. Et alors, des consultants externes, donc ça c'est des espèces de bureaux d'études, si vous voulez, peut-être je pense que les architectes étaient repris dans cette catégorie-là. Donc, quand un architecte fait ce travail d'inventaire, il est plus susceptible de voir du potentiel qu'un entrepreneur général qui n'en voit que dans 30% des cas et un démolisseur que dans 20% des cas. Et ça s'explique, bien sûr. Un propriétaire qui veut se débarrasser d'un bâtiment, a priori, c'est qu'il a très peu d'attachement avec ce bâtiment. Donc, on peut concevoir qu'il ait du mal à imaginer qu'il y ait de la valeur ou qu'il y ait du potentiel dans un bâtiment dont lui a décidé de se débarrasser. Il y a quelque chose de psychologique même là derrière. Et donc voilà, ça c'est des exemples d'inventaire un peu type qu'on dresse avec Rotor. Vous voyez dans les critères dont on tient en compte, c'est est-ce qu'il y a une réutilisation possible? Alors 2 étoiles, oui certainement, 1 étoile peut-être, 1 étoile vide peut-être, et un point d'interrogation, c'est potentiellement problématique. Mais alors on tient aussi compte des difficultés de démontage, et ça bien souvent il faut faire des tests dans les bâtiments pour s'en rendre compte. D'ailleurs dans un même bâtiment, le même matériau mis en œuvre a été peut-être mis en œuvre par 2 ouvriers différents à 2 étages différents, et le système de fixation peut être sensiblement différent. Donc là aussi on a besoin d'ouvriers qui sont capables de faire preuve de bon sens et d'aller décoder les petits puzzles. Alors le critère de la toxicité, celui-là il est vraiment... Pour nous, il est rédhibitoire s'il y a le moindre risque que les choses soient toxiques. Par exemple, une peinture qui aurait été contaminée au plomb, ça c'est disqualifié d'emblée, ou des éléments qui auraient été en contact avec de l'amiante, c'est disqualifié aussi pour le réemploi. Alors il y a la question de la phase dans laquelle le démantèlement peut intervenir. Il y a des cas où il y a des matériaux qui doivent être démontés avant que ne passe le démolisseur. Il y a des matériaux, comme je le disais, par exemple les parements en pierre sur le petit dessin qu'on voyait tout à l'heure, ça peut tout à fait être récupéré au moment où le démolisseur passe. Et puis pour certains matériaux rares, par exemple des choses qui seraient derrière une série de couches de matériaux, il faut le faire après que l'effeuillage ait eu lieu. Le type de packaging et puis d'autres évaluations. Donc voilà, ça c'est un peu les critères qu'on doit avoir en tête quand on procède à l'inventaire. Et vous voyez ici un exemple d'inventaire pour un bâtiment en Italie. Donc là, c'est la page qui concerne plus exactement les matériaux pierreux, mais il y avait d'autres catégories. Et on essaye alors d'en plus rajouter les propriétés, une sorte de maîtrise, si vous voulez, combien est-ce qu'il y en a de ces matériaux, sur quelle quantité on peut tabler. Voilà un autre exemple dans un bâtiment de bureau en Belgique. Et ça, c'est ce qu'on fournit évidemment aux propriétaires pour lui annoncer ce qu'on va prendre. Alors on a en général 2 catégories, il y a ce qu'on est sûr de prendre et il y a ce qu'on va peut-être prendre si on trouve des acheteurs pour, etc. Ça, c'est un projet pas très très loin d'ici, en région parisienne, la reconversion d'une ancienne caserne en logements sociaux. Et donc là, on a été invité par le maître d'ouvrage à procéder à un inventaire préalable des réutilisables. Par exemple, un des exemples ici, vous voyez dans notre rapport, on avait identifié le plancher en chêne qui recouvrait pas mal des sols. Mais alors là, il y a des critères, de nouveau, des critères logistiques qui apparaissent. On s'est rendu compte qu'à certains étages, le plancher était posé directement sur les lambourdes et qu'en dessous, c'était directement le plâtras du plafond de l'étage d'en bas. Et donc ça veut dire que si on enlevait le plancher en chêne, on était obligé de le remplacer par des panneaux d'agglomérés ou quoi pour permettre aux ouvriers de circuler, ou de faire appel à une catégorie d'ouvriers supérieurs qui peuvent travailler en hauteur, en équilibre sur les lambourdes. Et donc il y a toute une série de planchers pour lesquels en fait c'est pas souhaitable de lancer des opérations de démantèlement pour ce type de raisons-là. Et alors dans ce projet-là, en fait, il y avait donc un inventaire préalable, mais il y avait aussi une étude plus approfondie qui était adressée alors là plutôt aux concepteurs, qui étaient intéressés de travailler avec des principes de réemploi dans leur nouveau projet, de substituer une série de matériaux neufs par des matériaux de réemploi. Et alors là, on a mené des études beaucoup plus fines, notamment ici sur des meubles en bois massif, des armoires encastrées, dont on étudie les procédés de nettoyage, différents procédés par aérogommage, par décapage à la main, par décapage chimique, combien est-ce que ça coûte, c'est quoi le rendu, sur le niveau de fixation, est-ce qu'on essaie de garder le système de coulissant d'origine, est-ce qu'on le repose sur un nouveau système de coulissant, est-ce qu'on oublie carrément ce système de coulissant et on le pose sur des chanières, etc. Donc là, on essaye de mener les études plus poussées pour permettre aux concepteurs de poser ses choix en connaissance de cause. Donc ça, c'est tout ce qui, quelque part, précède les opérations même. Mais après, il y a tout le travail d'organisation de l'extraction des éléments.
je vais vous présenter 2-3 modèles qu'on utilise. Ça, c'est un modèle qu'on utilise plutôt pour les matériaux, enfin, les bâtiments contemporains, les bâtiments un peu génériques de bureaux qui sont très nombreux à Bruxelles. Et là, on dresse un inventaire préalable qu'on fait circuler auprès d'une liste de personnes potentiellement intéressées par ces matériaux. Et alors, on ne démonte que les lots pour lesquels il y a eu une demande explicite, de façon à court-circuiter l'étape de stockage qui coûterait en fait trop cher, qui rajoute des frais qui font qu'on est plus compétitif avec l'équivalent neuf. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ce sont souvent des matériaux qui sont disqualifiés, non pas parce qu'ils sont arrivés en bout de vie, mais plutôt parce qu'il y a un changement de locataire et donc le propriétaire opère une espèce de remise à neuf du plateau de bureau et remplace toutes les cloisons par des nouvelles. Donc c'est des matériaux qui sont aussi souvent de bonne qualité, parce que c'est des milieux dans lesquels il y a relativement beaucoup de moyens, et donc au moment de la conception, on opte pour des choix de matériaux qui ne sont pas flamboyants, mais qui ont une certaine qualité constructive. Alors ça, c'est un autre exemple, c'est la tour de la bibliothèque de Gand, de l'université de Gand, dans laquelle il y a des travaux de rénovation qui sont entamés, et se posait la question des étagères intérieures, dont ils ne savaient pas très bien quoi faire. Et donc nous, on a proposé à l'université d'organiser un marché de démontage en vue d'une remise en œuvre sur place. J'arrive tout doucement au bout, oui. Et donc les armoires ont été démontées, soigneusement numérotées, inventoriées, etc. pour les remettre en œuvre. Alors un troisième exemple, c'est des bâtiments dans lesquels il y a des éléments qui ont une telle valeur que ça vaut la peine de les stocker. C'est le cas par exemple pour ce siège de la Générale des Banques racheté par Fortis, BNP Paribas Fortis, dans lequel on ne peut pas compter sur cette espèce de système à la mer, de bouteille à la mer, où on attend que l'offre rencontre la demande, mais pour lesquels un tampon, quelque part, permet de trouver le bon client pour le bon matériau. Donc on amène tout ça. Alors, cette opération-là, en fait, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, mais au-delà de ça, il y a tout un travail qui doit aussi être fait sur la documentation des matériaux. Vous voyez ici notre studio photo, qui est en fait indispensable pour préserver toute l'intelligence de conception, toute la valeur immatérielle qui est injectée dans les matériaux qu'on récupère. Un exemple peut-être plus parlant, c'est l'exemple de cette université dans laquelle il y avait des carrelages assez splendides, qui n'étaient pas juste des carrelages, en fait, qui étaient des véritables sols art déco. Et donc là, il y a un travail, disons, logistique de récupération de la matière, trouver les bons procédés de nettoyage pour récupérer des carreaux, disons, susceptibles d'être réemployés. Mais alors, il y a aussi, de notre part, eu tout un travail de relevé sur les motifs précis pour essayer de garder aussi toute cette couche d'intelligence qui avait été injectée et de pouvoir vendre ça aussi à un prochain acheteur ou pour un prochain usage. Et donc on a trouvé, en l'occurrence, un petit bureau d'architecte qui a accepté de jouer le jeu, de récupérer les carrelages et de répliquer les motifs. Et alors, c'est vraiment le dernier point que je voudrais aborder, et je vais essayer de le faire assez rapidement, mais je voulais simplement ouvrir le débat en disant qu'il y a toute une partie de l'économie matérielle qui repose sur des critères techniques, qui repose sur des critères logistiques, qui repose sur des critères commerciaux. Et ça, c'est une partie, mais en fait, c'est peut-être une partie qui n'est pas si importante que ça. Les vraies grandes décisions, les vrais grands choix sont en général pris pour des toutes autres raisons. Des raisons beaucoup plus subjectives, beaucoup plus fouillantes, qui ont à voir avec l'appréciation qu'on fait de l'environnement, qu'on fait de l'existant, et qui fait que oui ou non, on décide de garder quelque chose ou au contraire de s'en débarrasser. Et en fait, une bonne partie du marché du réemploi est conditionné par ce type d'aspect-là. Par exemple, la question de l'usure des matériaux, c'est quelque chose qu'on a exploré dans un projet d'exposition pour la Biennale de Venise. Je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup, de questionner le rapport à l'usure, l'appréciation de l'usure. Et pour ce faire, on a récolté des matériaux qu'on a essayé de mettre dans des conditions qui à la fois créent un sentiment de familiarité, qui permettait aux visiteurs du pavillon de reconnaître l'origine de ces matériaux et de jouer au jeu d'association d'idées, d'essayer de redécoder à partir des traces d'usure le type d'usage qui pouvait avoir eu lieu sur ces matériaux ou avec ces matériaux. Mais alors on créait aussi une espèce de mise à distance, et ça le pavillon belge nous a beaucoup aidé, c'est une espèce de machine à transformer tout ce que vous voulez en œuvre d'art, du fait de la lumière, du fait des proportions, du fait des murs blancs, etc. Et donc on voulait créer des conditions d'attention pour réinterroger ce rapport à l'usure et tout à coup examiner cette trace d'usure avec une attention qu'on ne lui accorde pas disons dans un usage beaucoup plus quotidien ou beaucoup plus banal des choses. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est simplement, et je vais conclure là-dessus, pour moi, il y a vraiment une grande partie du travail du concepteur aujourd'hui, du travail de l'architecte,
qui passe pas tellement par la mise en œuvre de solutions matérielles ou par le choix des matériaux, même si on l'a vu, c'est un critère qui est super important et qui mérite d'être pesé avec beaucoup de jugeote. Mais en fait, il y a aussi tout un travail qui relève plutôt de la construction de récits, de la construction d'histoires ou de la manière de développer des types d'attachements entre les usagers, entre enfin nous tous, et l'environnement bâti qui nous entoure. Et il y a moyen, par des légers décalages, des légers switches, de questionner ce rapport à l'existant. C'est ce qu'on a pu faire ici dans un projet pour un commanditaire qui voulait un petit projet temporaire dans un bâtiment pour lequel il avait un nouveau projet, pour lesquels de gros travaux de démolition allaient être engagés. Et nous, on a simplement fait des micro-interventions. Ici, c'était juste bouger quelque peu le faux plafond. Et quand le commanditaire est revenu dans le bâtiment, il a tout à coup douté de l'utilité du nouveau projet. Alors contractuellement, il était déjà engagé, trop loin, etc. Donc finalement, le nouveau projet a quand même eu lieu. Mais là, on s'est rendu compte à quel point des travaux beaucoup plus fins sur l'espace, sur le rapport à l'espace, permettent de questionner le rapport des usagers à leur espace. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un champ de prospection gigantesque pour les architectes autour de ces questions-là. Et je conclurai sur ce point.